Et ça montre à quel point l'élite tient à ce que la population soit convaincue du bénéfice du masque. OK? Puis là, on peut se poser la question pourquoi. Il y a des dangers associés au masque. OK? Il y a l'OMS elle-même, tout en recommandant l'utilisation des masques dans la population générale, dit mais par contre, il faut tenir compte du fait qu'il y a des vrais dangers qui sont potentiels, puis les énumère. Ouais. En d'autres mots, c'est comme si il le recommandait à reculons. Ouais. Et OK, donc il n'y a aucun avantage qui a été démontré scientifiquement de la part du masque, et il y a plein de dangers potentiels. Il n'y a aucune recherche scientifique non plus qui justifie le port du masque. C'est ça que je veux dire. Il n'y en a aucune. D'accord. Aucune. Et j'ai fait la revue de ces recherches-là qui ont cherché un avantage et qui n'en ont jamais trouvé. Et j'ai fait une revue détaillée de ces recherches-là et on a écrit avec mon association, j'ai été co-auteur sur une lettre où on a écrit au directeur général de l'OMS et on a dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Voici les données, voici les conclusions de tous les articles. Et votre position, même jusqu'à ce jour-là, c'était que vous reconnaissiez les dangers qui pouvaient être associés à ça. Puis il n'y a aucune raison d'avoir changé. Voici des exemples des articles les plus influents qui prétendent qu'il y aurait maintenant un avantage pour la part du masque. Et voici en quoi ces articles-là, c'est complètement, je veux dire en langage commun, de la foutaise. Là. Et d'ailleurs, les articles ont été... Il y a eu des demandes qu'ils soient retirés par des associations, par des groupes de chercheurs. Il y a eu des critiques très sévères des quelques articles là, qui ont dit de telles bêtises. Et donc, on a écrit à l'OMS une lettre de 9 pages très détaillée et aussi on a énuméré les dommages qui peuvent avoir lieu si vous faites ça. On n'entend jamais vraiment parler des dommages à travers les médias conventionnels où on n'entendra pas parler. Ça serait quoi, par exemple, donc, premièrement, l'OMS elle-même, le plus grand danger qu'ils reconnaissent et qu'ils décrivent depuis toujours dans la littérature, etc., c'est que quand on porte un masque, ça accumule les substances qui sont dans l'air, ça les arrête sur le masque, ça les accumule. Donc, des gouttelettes qui ont des pathogènes, qui ont des virus, des gouttelettes, des particules, etc., ça les accumule sur un matériau près de notre visage, près de notre bouche, notre nez, nos yeux. Ça les concentre. Mm-hmm. Et inévitablement, donc, la personne va bouger le masque et se toucher, et toucher d'autres personnes. Ouais. Donc, c'est un instrument qui concentre les pathogènes près du visage de la personne et que la personne va ensuite transporter avec elle pendant tout le temps du port du masque. Qu'ensuite, elle va être obligée d'enlever le masque. Qu'est-ce qu'elle va faire avec le masque? Comment est-ce qu'elle va se débarrasser du masque? Où est-ce qu'elle va le mettre en storage avant de le remettre le prochain jour ou à la prochaine sortie, je ne sais pas. Donc, ce danger-là a été considéré un danger très sérieux et très réel parce que les tests qui avaient été faits dans le milieu clinique où les cliniciens avaient été entraînés sur la port du masque, où le masque doit être jeté après l'utilisation et où il y a une certaine façon de le mettre et de l'enlever. De ne pas l'ajuster, de se laver les mains immédiatement après. Il y a tout un protocole médical sur l'utilisation du masque en milieu clinique. Et donc, et les associations ont toujours dit, ça serait difficile de s'attendre à ce que la population générale suive un tel protocole. Donc, il y a des risques, ça empire les choses plutôt qu'aider. Donc ça, c'est un danger admis de la part du masque. Sur YouTube, par exemple, des gens qui ont fait des tests, notamment avec le port du masque, la respiration, l'oxygène, le niveau d'oxygène qui descendait et on atteignait un seuil limite, là, à 89, je crois, de taux d'oxygène. On rentre en hospitalisation dans les hôpitaux, là. C'est sûr que ça contraint la respiration. Et chose importante, c'est qu'à mesure qu'on le porte, surtout dans l'été, quand c'est humide, il y a condensation, accumulation d'humidité sur les fibres et ça bloque les pores du masque. Donc, c'est de plus en plus difficile à respirer à travers le masque, juste avec l'humidité normale qui vient de notre respire, etc. Et ça, c'est très sérieux, là. C'est plus le masque idéal qu'on a testé en laboratoire. Ça devient un linge mouillé qu'on a sur le visage. Je veux dire, essentiellement, là, si on simplifie. Et c'est très difficile, c'est presque une torture d'essayer de respirer avec ça. Exactement. OK? Et en plus, ça ne fonctionne absolument pas. Dès que le masque est bouché de cette façon-là par l'humidité, d'expirer, ça soulève le masque. Même s'il est bien ajusté, ça le soulève. Mm-hmm. Les masques sont même pas bien ajustés. Les particules aérosols dont je parlais, les plus fines
taille, la fraction de plus fine taille, elles vont passer là où l'air passe. OK? Donc, à côté du masque, là où il y a des pores un peu plus grands, là où il y a des défauts sur la peau, etc., s'il est bien ajusté, si c'est un masque sophistiqué plutôt que juste un masque chirurgical ou autre. Ça arrête en rien les particules aérosols qui, elles, transmettent le virus. Ni à l'entrée, ni à la sortie. OK, ça c'est clair. Mais revenons au danger du masque. Par exemple, si on accumule des particules dans un système, dans un environnement humide comme ça, etc., est-ce que des plus grosses particules qui sont arrêtées par le masque vont finir par se briser ou s'évaporer ou faire en sorte qu'il va y avoir des particules qui normalement on n'aurait pas respiré, que maintenant on a fait entrer sur le masque, est-ce que elles vont finir par nous infecter? Parce qu'ils sont en proximité, puis on ne connaît pas les réactions qu'il va y avoir sur le masque. Quand on est une organisation aussi grande que l'Organisation mondiale de la santé, comment on peut, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais comment on peut arriver à s'appuyer sur des études probablement biaisées? Parce que j'imagine qu'ils se sont appuyés sur quelques études pour pouvoir changer leur fusil d'épaule. Écoutez, quand on fait une politique draconienne qui va complètement changer la société et la vie des gens, il faut que ça soit basé sur quelque chose de solide. On ne peut pas utiliser... Il faut être certain que les études scientifiques qu'on utilise ne sont pas biaisées. Donc, on ne doit utiliser que les études les plus fiables. Les études où le design expérimental de l'étude est tel à éviter que ça soit un résultat biaisé. On ne peut accepter que des études comme ça. Mm-hmm. Voyez-vous, il s'est passé quelque chose de bizarre. On s'est dit, puisqu'on a déclaré que c'est une pandémie, donc c'est une pandémie, donc il faut sauver le monde, donc on peut admettre des études scientifiques qui sont pas du haut standard habituel. Parce que ça nous prend des informations, puis il faut utiliser toutes les informations, puis toutes les informations, c'est mieux que moins d'informations, même si c'est des mauvaises informations. OK? Alors, c'est le contraire de ce qu'il faut faire. Quand il y a une panique, quand il y a une pandémie, quand on essaie de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut utiliser les meilleures données, uniquement les meilleures données. On ne peut pas se baser sur des choses biaisées, des choses à moitié faites, des choses préliminaires pour établir des politiques draconiennes. C'est comme le monde à l'envers. Ouais. C'est une logique inverse. C'est comme, ils vont dire, ah, mais c'est parce qu'on applique le principe de précaution. C'est complètement ridicule de dire ça. Le principe de précaution, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ouais. Le principe de précaution, c'est que le gouvernement, avant d'appliquer une politique draconienne, doit être certain qu'il a éliminé la possibilité des dangers potentiels. Ouais. Si on a un manque de données, on ne peut pas appliquer la politique draconienne. C'est ça le principe de précaution. C'est que s'abstenir. Le gouvernement ne peut pas risquer de faire du tort s'il n'y a pas vraiment une bonne information qui démontre qu'il doit faire cette politique draconienne. C'est ça le principe de précaution. Alors là on est rendu dans un monde de fous où même les scientifiques vont dire « Ouais, c'est vrai, mais j'en connais un. Ouais, c'est vrai, mon étude ne montre pas un avantage à porter le masque, mais par le principe de précaution, je vais quand même le recommander dans mon article. J'ai aucune donnée qui appuie ça, mais je vais faire le commentaire que c'est quand même bon Oh là là! On a cette mentalité-là, que si tu mets le masque, c'est pas pour toi nécessairement, mais c'est pour le bien d'autrui, pour sauver la vie des gens autour de toi. L'argument est souvent tourné à l'envers comme ça. La même chose est vraie par rapport à la liberté de parole. Hein? Les personnes vont argumenter qu'ils ont le droit de te faire taire parce que tes mots peuvent leur faire du mal. Okay? C'est comme une espèce de logique. Distorsion. Une distorsion. C'est une justification pour la censure, pour des actions absurdes des gouvernements. On est dans l'absurde, là. On est dans un monde absurde. Il n'y a aucune démonstration que si je porte un masque, ça va diminuer ton risque à avoir l'infection. Il y a plein de mesures qui ont essayé de déceler un tel effet. Ils n'ont jamais décelé un tel effet. S'il y avait un effet significatif dans ce sens-là, ça aurait été décelé dans les nombreuses études comparatives sérieuses sans biais. Okay? Il n'y en a pas eu. Donc, l'argument ne tient pas. C'est de l'invention. La peur. Oui.